En manchette aujourd'hui, les députés péquistes à Chicoutimi et les impacts de la chute du dollar canadien. Bonsoir et bienvenue à ce web journal. Le chef du Parti québécois et de l'opposition, Pierre-Carl Péladeau, a nié vouloir congédier Pierre Duchesne de son poste de directeur de son cabinet. C'est ce qu'il a précisé lors de son passage à l'Université du Québec à Chicoutimi ce matin. Pour en parler, je suis avec Michael Demers. Michael, bonjour. Bonjour. Donc, qu'a-t-il dit de cette question exactement? Alors voilà, Pierre-Carl Péladeau qui a complètement nié cette question. C'était une rumeur qui paraissait dans le journal La Presse notamment et qui voulait que Pierre Duchesne donc soit exclu de son poste. Et il l'a catégoriquement nié, même lorsqu'il a été relancé sur la question à nouveau. Il ne désirait pas faire davantage de commentaires, expliquant simplement que c'était hors de sa volonté donc d'exclure M. Duchesne. Et qu'en est-il de l'élection partielle dans Chicoutimi? Pour ce qui est de l'élection partielle dans Chicoutimi, donc voilà que l'élection officiellement, elle n'est pas annoncée. On sait qu'elle va avoir lieu naturellement, mais elle n'est pas annoncée encore. Pierre-Carl Péladeau qui précise cependant que donc plusieurs noms commencent à circuler. Et d'ailleurs, on lui a posé la question. Je vous l'invite à l'entendre à cet effet. Bien, il y a plusieurs candidats et candidates qui ont commencé à faire connaître leur intention. Vous connaissez le Parti québécois, c'est un parti démocratique. C'est un parti qui va probablement s'engager dans une investiture. Pourquoi était-il à l'UQAC? Donc voilà, c'est que le caucus du Parti québécois avant la session qui commencera là, au début février du côté de l'Assemblée nationale à Québec. Donc le PQ qui tient son caucus ici et puis tous les députés sont donc en région. Il tenait à se déplacer à l'UQAC pour tenir ce qu'il appelle une assemblée citoyenne. C'est quelque chose qu'il désire développer. Donc, ce n'est pas exclusivement les membres du PQ qui sont invités, mais bien toute la population. C'est quelque chose qui a commencé notamment là, en Gaspésie. Alors, c'est quelque chose dont Pierre-Carl Péladeau aime beaucoup faire et c'est ce qu'il a fait là-bas. Et qu'est-ce qu'il a dit aux étudiants qui étaient présents? Il a dit plusieurs choses. Il a réitéré encore une fois qu'il était contre les coupes du gouvernement Couillard, que l'éducation devait être une priorité. Il a même suggéré que l'éducation pourrait être ajoutée à la Constitution dans le cas d'un Québec souverain. Alors, c'est pour dire à quel point M. Péladeau tient à l'éducation et c'est ce qu'il a mentionné là-bas. Puis est-ce que les étudiants étaient un petit peu surpris de sa présence? C'est ce qui était étrange. On a eu l'occasion de s'entretenir avec eux, avec les étudiants sur le terrain qui nous disaient qu'ils n'étaient pas au courant que cet événement allait se tenir. Et ils se trouvaient, donc ils l'ont su à la dernière minute, certains par courriel, d'autres par Facebook. Et M. Péladeau, donc nous lui avons posé la question. Voici ce qu'il avait à répondre. Écoutez, j'en suis surpris moi-même. Je n'étais pas au courant de ce que vous venez de me dire. C'est effectivement décevant. Alors voilà, donc il n'était pas au courant de la situation et donc il le déplore. Puis M. Péladeau tiendra un événement ce soir. Exactement. Donc ce soir, encore une fois, une assemblée citoyenne, mais qui ne sera pas dirigée exclusivement vers les étudiants de l'université. C'est vraiment à la population au complet. Donc ce soir, du côté du Montagnier. Merci, Michael Demers. Ça me fait plaisir. À la veille du déclenchement de l'élection partielle dans Chicoutimi, le député du Parti québécois Jean-François Lisée profite de son passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour dresser le bilan des libéraux en matière de développement régional. Ma collègue Daphné Lamontagne s'est entretenue avec lui un peu plus tôt ce matin. Bonjour, M. Lisée. Bonjour. Donc, quels seront les principaux points qui seront abordés au caucus cette semaine? C'est un caucus pré-sessionnel, donc on regarde, c'est la première fois qu'on se revoit tous depuis le début de l'année, donc on va planifier la rentrée parlementaire, quels sont les grands enjeux, les grands sujets qu'on veut mettre de l'avant. Mais on en a profité pour ce qu'on fait aussi quand on fait ces caucus-là ailleurs en région, pour rencontrer les gens. Donc, 26 députés vont se déployer dans toute la région pour rencontrer des gens, moi, en santé, services sociaux, qui sont mes sujets, d'autres en économie, voir des travailleurs, voir des entrepreneurs, pour bien comprendre les enjeux, puis constater l'ampleur des dommages causés par l'austérité libérale sur le tissu régional ici dans la région, comme ailleurs. C'est considérable. Et on a récemment appris que le chef du cabinet de Pierre-Carl Péladeau, Pierre Duchesne, pourrait se voir démis de ses fonctions au cours des prochains jours. Que pensiez-vous exactement de son mode de gestion? Moi, j'ai d'excellentes relations avec Pierre. C'est un ancien collègue, un ami, et puis je trouve que ça va très bien avec Pierre. Et on me dit que cette nouvelle n'est pas fondée. Alors, donc, on en saura plus dans les jours qui viennent. Mais moi, j'ai lu ça dans le journal ce matin. On va voir ce qui va se passer. Et dans quelle atmosphère croyez-vous que le caucus va se dérouler cette semaine?
Bien, l'atmosphère est très bonne au caucus. Je pense qu'on a été très efficace dans nos interventions au cours de l'automne sur toutes les questions de l'éducation. Par exemple, Alexandre Cloutier, qui est un député de la région, qui est porte-parole de l'éducation, a été très offensif sur les coupures du gouvernement libéral. Des centaines d'intervenants ont été mis à la porte. Moi, dans mon cas, je m'occupe de l'autisme. Alors, on a une centaine d'élèves autistes qui ont été expulsés des écoles, qui sont donc à la charge de leurs parents. Parfois, il y a des mères qui sont obligées de quitter leur emploi pour s'occuper de leur enfant à temps plein. Et le gouvernement est dans le déni, refuse de dire que c'est un problème. Alors, on est en face d'un gouvernement qui a décidé de sacrifier une cohorte d'étudiants, de donner moins de services aux jeunes étudiants du Québec, et c'est inacceptable. Alors, donc, Alexandre a fait un très bon travail là-dedans. Diane Lamarre sur la santé, évidemment, avec les réorganisations bureaucratiques de M. Barrette. On sait que dans la région ici, les gens sont même mécontents de la façon dont le conseil d'administration du centre a été fait. Donc, je pense qu'on est une équipe qui est très forte, qui est très au courant des dossiers. Et ici, de venir passer quelques jours chez vous, ça va nous permettre d'encore mieux nous outiller pour comprendre la réalité. Et le caucus se fait à Saguenay, en fait, pour soutenir les militants de Chicoutimi. Croyez-vous que cette élection partielle représente un bilan de mi-mandat pour le gouvernement Couillard? Bien, toutes les élections partielles sont une façon qu'ont les électeurs d'envoyer un signal au gouvernement, de dire on est content, on n'est pas content. Bon. Et là, il y a beaucoup de raisons de mécontentement. Ça, c'est d'une part. Puis on va voir, on sait que quand le gouvernement Couillard a décidé de démanteler les centres locaux de développement, de démanteler les conférences régionales des élus, c'était des lieux où les régions pouvaient déterminer leurs priorités. Et donc ça a été démantelé. Puis de la même façon, on sait que la centralisation en santé, par exemple, a fait en sorte d'appauvrir le tissu de décisions régionales, etc. Bon, vous avez vu les pertes d'emplois également. Donc, c'est sûr que rien n'est gagné d'avance. Nous, on va trouver un très bon candidat. On va travailler très fort. Il faut toujours aller à la rencontre des électeurs. Rien tenir pour acquis. Les électeurs sont très indépendants d'esprit. Maintenant, de voter rouge ou bleu de génération en génération, c'est terminé. Puis c'est une bonne chose que les électeurs prennent leurs décisions en fonction des enjeux. Mais nous, on a des choses à dire. Et on va pouvoir démontrer que les libéraux ont un bilan régional désastreux, d'autant plus que le premier ministre représente une circonscription Roberval qui est juste à côté. Donc, on pensait que ce serait bon pour la région. Ça n'a pas été bon pour la région. Donc, j'ai un petit peu de peine à l'avance pour le candidat libéral qui va se présenter. Puis ça va être difficile pour lui de défendre le bilan. Puis nous, on va faire notre travail pour bien représenter les gens de Chicoutimi. La souveraineté a perdu des appuis vers les 18 à 35 ans. Qu'avez-vous l'intention de faire pour rallier les jeunes à la cause nationaliste? Bien, je pense que ça varie beaucoup. Hein. On avait un sondage récemment qui montrait qu'il y avait 40 des jeunes qui étaient favorables à la souveraineté, ce qui est généralement assez élevé par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc, ça fluctue. Puis je pense que les jeunes sont entre deux idées. Puis vous pourriez le dire mieux que moi, parce que vous l'êtes et je ne le suis plus depuis longtemps, mais il y a une première idée qui dit, bien ça, c'est un débat de mes parents puis de mes grands-parents, alors pourquoi est-ce que je serais impliqué là-dedans? Mais il y a l'autre idée aussi que l'indépendance, c'est ce que les jeunes adultes font en début de leur vie, de dire, bien, on quitte la maison, on est assez grand pour prendre nos décisions, on n'a pas à demander la permission constamment aux autres. Et c'est la situation du Québec. Le Québec est obligé de demander la permission à Ottawa, par exemple, pour savoir si on va laisser un pipeline traverser tout le Québec. Nous, on pense que c'est une très mauvaise idée. Mais ce n'est pas à nous de décider. Hein? C'est comme si c'était nos parents à Ottawa. Ils vont décider, non, nous autres, on pense que c'est bon que tu aies un pipeline qui traverse ta chambre. Non. Alors, je pense qu'on a un travail à faire pour réactualiser chez les jeunes quels sont... parce que les jeunes se sentent libres. Puis c'est normal, puis ils veulent être libres. Mais je pense qu'ils ne comprennent pas l'absence de liberté que comporte le fait d'être parti du Canada, puis d'un Canada qui ne prend pas les décisions de la façon dont nous, on les prendrait dans un très grand nombre de sujets. Mais concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour rallier les jeunes? Bien, je pense qu'il faut aller à la rencontre des jeunes. On a un comité jeune qui est beaucoup plus actif qu'avant. Aller dans les cégeps, dans les universités, dans les centres de formation, adapter nos outils, les médias sociaux, les utiliser beaucoup mieux. C'est ça. Il n'y a pas de recette magique. Hein? Un jeune, ça réfléchit comme les autres adultes, avec ses propres préoccupations, sa propre vie. Puis il faut être en contact avec eux, puis discuter avec eux dans les lieux où ils sont, puis avec les moyens de communication qui sont les leurs. Puis je pense qu'on a un travail à faire pour s'adapter à ça. Puis les meilleures personnes qui peuvent le faire pour le PQ, ce sont les jeunes du PQ.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-François Lisée, d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir invité. La direction de la prison de Roberval a été forcée de retirer les détenus qui travaillaient dans les cuisines à la suite de plaintes déposées par des employés civils. Les cuisiniers, membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, craignent pour leur sécurité parce qu'ils doivent travailler en collaboration avec des détenus. Le nouvel établissement carcéral accueille des prisonniers depuis le mois de décembre. Le chef cuisinier Francis Vallée a été acquitté ce matin des 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle avec lésion et de voies de fait. Le juge Michel Boudreau a rendu sa décision au palais de justice de Roberval après l'avoir prise en délibéré à l'issue d'un procès qui s'est tenu en septembre dernier. Dans sa décision, le juge Boudreau a estimé que le témoignage de la victime n'était pas suffisamment précis et cohérent pour mener à une condamnation hors de tout doute raisonnable. Le gouvernement du Québec et Produits forestiers résolus mèneront, au cours des prochains jours, une étude de marché afin de dénicher un produit pour assurer la pérennité de l'usine de Kenogami. Le porte-parole de PFR, Carl Blackburn, a confirmé qu'une somme maximale de 200 000 sera utilisée pour l'étude. Le produit à analyser a déjà été identifié, mais il demeurera confidentiel. Selon l'Institut de la statistique du Québec, les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont encaissé un revenu moyen de 24 483 $ en 2014, ce qui les place bien loin derrière la moyenne québécoise. Au Québec, le revenu moyen annuel par habitant était de 26 046 $, bon pour le dernier rang des provinces et territoires canadiens. En 2014, la moyenne nationale était de 30 270 $. Le prix des aliments a diminué partout dans le monde, sauf au Canada. La baisse du dollar canadien entraîne une hausse du coût de la vie qui se répercute entre autres sur le prix des aliments. Un reportage de Marie-Claude Pronovo. La chute du dollar canadien se répercute surtout sur les prix des aliments au Canada, comme l'explique l'enseignant en économie au Cégep de Jonquière, Louis Godbout. Les prix des aliments dans le monde ont diminué, sauf au Canada. Les Américains augmentent eux autres leur taux, ce qui fait en sorte que de moins en moins d'investisseurs investissent au Canada, vont investir à la place aux États-Unis. Pour pallier au coût élevé des aliments, la production en serre ne semble pas être la meilleure solution, selon le professeur. Et si on regarde le climat, malheureusement, les serres sont difficilement rentables en cas de basse température. Si les températures augmentent, ça devient plus facile de chauffer la serre. Le problème, c'est qu'on compétitionne avec des producteurs californiens ou mexicains et qu'eux autres n'ont pas ces contraintes-là. Donc, si ça nous coûte plus cher, même si le produit est disponible en épicerie, on peut peut-être faire le choix d'acheter à l'étranger. L'enseignant en économie, Louis Godbout, prévoit une hausse des prix, mais il se fait tout de même rassurant. Parce que pour les consommateurs étrangers, acheter de nos produits, c'est moins cher. Donc oui, effectivement, s'il y a une baisse du dollar canadien, ça devrait stimuler les économies comme l'Ontario et le Québec. Pour pallier à la hausse des prix, une consommation différente par consommation, pas nécessairement devenir végétarien, mais changer une partie de votre consommation par des produits qui coûtent moins cher et qui vous apportent les mêmes nutriments, devrait au final vous aider au niveau du budget. Sorti de la période de récession de 2015, le Canada doit maintenant redoubler d'efforts pour se sortir de la période de ralentissement économique. Justin Trudeau, on lui demande d'investir plus pour stimuler l'économie. Marie-Claude Pronovo, ATM Nouvelles, Saguenay. Le prix de l'essence a chuté sous la barre d'1 $ hier à Jonquière. Xavier Demers, c'est la première fois en près d'1 an que le coût est aussi bas. Oui, en effet, eh bien, les gens sont plutôt contents et ont très bien réagi à cette décision, à cette baisse de prix. Il faut le rappeler justement que depuis le début de février 2015, le prix est baissé. Dans le fond, le prix est le plus bas depuis février 2015. Le prix était tombé à 97,4 sous. Depuis ce temps-là, c'est toujours au-dessus de la barre des 1 $ qui a varié entre 1 $ et 1,22 $. Les gens sont quand même assez heureux, ont certaines réserves cependant au sujet du prix du baril de pétrole qui ne fluctue pas nécessairement en même temps que le prix à la pompe. On a parlé à quelques automobilistes, on va les écouter. Évidemment, c'est sûr qu'au niveau de la pompe, ça fait du bien. Quand on se tank une fois de temps en temps, ben là, c'est sûr que ça fait du bien, mais sinon, je dirais que quand on suit un petit peu le prix du baril, ben, c'est un petit peu normal que ça descende une fois de temps en temps parce que le prix du baril est quand même assez bas présentement. Bien, je trouve que c'est intéressant, là, comme étudiant, bien, ça nous aide beaucoup. C'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir de voir. J'ai vu aux nouvelles qu'ils mentionnaient que d'après CA Québec, il devrait être légèrement plus bas, mais en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle.
Justement, au sujet de CA Québec, ils ont lancé Info Essence qui permet de... CA Québec présente justement le prix réaliste qui devrait apparaître à la pompe et le compare avec la moyenne des pompes des différentes régions administratives du Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, CA Québec considérait aujourd'hui que le prix moyen devrait être de 98,7 sous, alors que la moyenne de la région était légèrement au-dessus du dollar. Merci, Xavier. Ça fait plaisir. Au cours des dernières heures, une dizaine d'amateurs de pêche blanche qui avaient précipité l'installation de leur cabane sur la baie des AA ont été forcés de les retirer. Les amateurs en question pourraient recevoir un constat d'infraction de 250 $ minimum s'ils refusent de se conformer. Les experts d'hydrométéo seront sur place au cours de la semaine pour évaluer l'épaisseur de la glace, qui serait actuellement de moins de 8 pouces. La rénovation de la bibliothèque du secteur Arvida coûtera finalement 5,7 millions de dollars en raison de l'ajout de travaux à la structure du bâtiment. À l'annonce du projet, les coûts étaient évalués à 3,6 millions de dollars. Le maire Jean Tremblay a expliqué que le bâtiment retrouvera son apparence originale et qu'ainsi, Arvida aura l'une des plus belles bibliothèques du Québec. La Ville de Saguenay a annoncé la fermeture des stationnements des Halles et de la rivière aux Sables et du pavillon Nikitoutagan à Jonquière. L'organisation et le déroulement des activités de Saguenay en neige perturberont les accès de ces endroits, et ce jusqu'au 15 février. La Ligue d'improvisation musicale du Saguenay tiendra son premier match de la saison samedi à 20h30 au côté court de Jonquière. C'est un retour pour la Ligue après plus d'une année d'absence. Pierre-Alexandre Turgeon a rencontré le directeur technique et artistique du côté court, Louis Moisan. Monsieur Moisan, bonjour. Bonjour, Monsieur Turgeon. En quoi consiste exactement une improvisation musicale? L'improvisation. C'est très apparent au concept d'improvisation dramatique. La formule très Robert Lepage, pas Robert Lepage, mais Robert Gravel. Robert Gravel formule sur le frame un peu d'une partie de hockey, dans le format période, en équipe séparée, mix comparé. Pour ce qui est de... le médium est musical à l'exception du dramatique. C'est la grande différence. Sinon, pour ce qui est de la structure même de l'événement, c'est très, très improvisation à la Robert Gravel. C'est très varié du côté des instruments? Oui. C'est très varié. Ça dépend d'une équipe. Ça dépend des joueurs. Oui. Ce qui donne quand même un mélange assez... des fois, des combinaisons assez éclectiques. Surtout quand on pense, mettons, à des improvisations mixtes. À un joueur par équipe, ça peut donner des mélanges qu'on ne verrait pas dans une structure, dans une présentation musicale de base. Et à quoi peut servir les catégories, par exemple? C'est des contraintes. Ça vient rajouter au piquant du principe de l'improvisation. Ça rajoute... ça vient rajouter... Et justement, ça rajoute... au fait de sortir de notre zone de confort un peu? Bien, pour les musiciens, c'est même pour le spectateur, parce que c'est pas... On s'en va quand même loin de ce qui est une proposition de spectacle habituel, forcément. Puis à quoi on peut s'attendre pour le spectacle de samedi, présenté au Côté Court? Ah, bien, je pense que c'est un retour attendu de la Ligue d'improvisation musicale qui ses dernières activités remontaient au printemps 2014, oui. Si ma mémoire est bonne, qui a œuvré pendant presque 10 ans. C'est un beau retour à un concept qui a bien marché, même au niveau provincial, dans la première décennie des années 2000. Ça va être plaisant de renouveler le concept puis de le faire revivre. Parce qu'on espère pour la saison, pour l'automne 2016, un retour de la Ligue. En même temps... Et justement, pourquoi la Ligue avait arrêté? Pourquoi les activités de l'improvisation musicale s'étaient terminées? Moi, je parle à l'interne de leur organisation. C'est sûr que c'est un concept qui est quand même, qui demande, contrairement à la majorité des propositions musicales, c'est beaucoup de musiciens, donc forcément, ça va avec, premièrement, trouver
trouver une vingtaine de musiciens qui peuvent être disponibles pour les 4 équipes d'une ligue. C'était déjà je pense, des difficultés récurrentes. Ça demande quand même des bons cachets. C'est toute une équipe, là. On parle de presque 11 à 13 personnes faire vivre un événement comme ça un soir. Justement, comment vous avez fait pour rentrer en contact avec les gens de cette ligue, de la LIMS? Est-ce que c'est des musiciens tous à la base ou vous avez dû en chercher quelques-uns qui aimaient l'improvisation et vous voulez essayer ce genre d'art, si je peux dire ça comme ça? Moi-même, personnellement, j'ai toujours été un fan de la Ligue, extrêmement déçu que ces activités aient cessé. Moi-même, dans le cadre de mes fonctions, je suis en contact avec les gens du CAM, du Centre d'expérimentation musicale, qui sont l'organisme qui chapeaute la Ligue. Donc, c'est avec eux autres que les discussions, pour ce qui est aussi, nous autres, de notre participation autant au côté court aux événements régionaux culturels, nos collaborations. On a ouvert des fenêtres de collaboration avec le CIM, puis le retour de la LIM, de refaire vivre le contexte, de le présenter pour des gens qui, si mettons on prend un exemple, ici au Cégep, il y a des gens que quand cette ligue-là a cessé ses activités, n'étaient même pas dans la région. C'est une belle occasion de connaître ce concept-là. D'ailleurs, une des 2 équipes qui va être là est aussi les champions provinciaux de 2014, qui avaient été nos représentants régionaux aux provinciaux, je crois, c'était dans le cadre du Festival de jazz. Ils vont être présents le samedi. Oui, parce que, comme là, vu que on fait revivre le concept, on est allé dans l'approche un petit peu champion contre aspirant. Donc, c'est présenté plus cette formule-là. C'est sûr que là, c'est pas rattaché à une saison, à des points, à un classement. C'est un événement autour du concept. Puis aussi, l'événement va suivre avec un jam. Pouvez-vous me parler un peu de en quoi va consister ce jam en particulier? Bien, quand on a la chance d'avoir des musiciens, d'avoir des musiciens, on comprendra qu'ils ont tout un... Sans pointer le style directement dans ce qu'on connaît, mais la notion d'improvisation musicale est très près des structures qui sont plus proches du jazz. On va avoir de la crème pour aussi s'entertainer, si je peux dire ça de même, après l'événement de base. Merci beaucoup, M. Blazan. Alors, je confirme que samedi à 20h, il y aura le prochain match d'improvisation musicale. Merci beaucoup d'avoir été là. Le projet de rénovation du centre Georges Vézina pourrait compliquer les opérations d'une autre équipe de la région, les Marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine de hockey. Durant les travaux, la possibilité de voir les Saguenayens partager le Palais des Sports avec les Marquis est envisagée par la ville de Saguenay. Un reportage de Nicolas Cloutier. Le centre Georges Vézina se refait une beauté. Le quotidien a annoncé récemment qu'il recevra d'importantes rénovations, à commencer par le toit et la grandeur de la patinoire. Alors, on va faire un toit un peu plus long. C'est difficile à expliquer devant la télévision, mais avec des passerelles, ça va être de toute beauté. On refait la chambre des joueurs qu'il fallait refaire, la chambre des comètes, l'éclairage, le son, l'apparence extérieure. Durant les rénovations, les Saguenayens pourraient jouer une année au Palais des Sports, l'aréna des Marquis de Jonquière de la LNAH. Présentement, celui-ci n'est pas conforme aux normes de la Ligue junior majeure du Québec. Il y a des lacunes, sauf qu'on n'a pas le choix. Là. Ils vont sans doute nous le permettre pendant cette année-là. Maintenant, on n'a pas encore décidé dans quelle aréna on irait, mais c'est peu probable qu'on n'aille pas là. On va sans doute aller à Jonquière, au Palais des Sports. C'est le plus bel aréna après le centre Georges Vézina. Le directeur général des Marquis précise qu'il y aura plusieurs changements à apporter si ce projet devait se réaliser. Il faudrait sûrement qu'il y aurait des améliorations de fait ici, sinon c'est pratiquement impossible. On ne fait pas affaire avec les mêmes brasseurs quand on parle de la bière. La publicité, on fait quoi? Les concessions, on fait quoi? Le directeur général des Marquis de Jonquière, Marc Boivin, se montre plus sceptique que le maire Jean Tremblay quant à la viabilité de ce projet. Bien entendu, il demeure hypothétique. Nicolas Cloutier, ATM Nouvelles, Saguenay. Les Canadiens de Montréal affrontent les Bruins de Boston ce soir au Centre Bell. La troupe de Michel Terrien présente une fiche de 3 victoires et 1 défaite face aux Bruins cette saison, dont une victoire convaincante de 5-1 lors de la classique hivernale du 1er janvier.
Le tricolore présente la pire fiche de la LNH depuis le 1er décembre. Lors de leurs 26 dernières rencontres, les Canadiens n'ont accumulé que 5 victoires. La rencontre s'amorcera dès 19h30. L'ailier droit des Wildcats de Moncton de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Connor Garland, pourrait atteindre le plateau des 100 points dès ce soir face aux Screaming Eagles de Cap-Breton. En 41 parties, la super vedette junior cumule 90 points, bon pour une moyenne de 2,39 points par match. Il a d'ailleurs été élu 3e étoile de la semaine dernière dans le circuit Courteau avec une récolte de 6 points en 2 matchs. Surprise lors du premier tour des internationaux d'Australie, Rafael Nadal s'est fait éliminer en 5-7 par la 45e raquette mondiale, Fernando Verdasco. Le Canadien Milos Raonic affrontera Tommy Robredo lors du deuxième tour. Raonic a vaincu aisément Lucas Pouille au premier tour en moins d'1h30 de jeu. Eugénie Bouchard, elle, a vaincu la Serbe Alexandra Krunic en 2 manches. La tâche de Bouchard au deuxième tour ne sera pas facile, alors qu'elle se mesurera à la 4e tête de série, Agnieszka Radwanska. Côté météo, Étienne Paré, le temps froid va se poursuivre au cours de la nuit prochaine et dans la journée de demain. Donc la température descendra sous les moins 20 degrés cette nuit avec des 40 de probabilité de neige, une accumulation au sol de moins d'1 centimètre et on prévoit aussi des vents allant jusqu'à 25 km à l'heure. La température, c'est semblable en fait pour demain à une journée comme aujourd'hui avec une température ressentie de moins 21 degrés pour les secteurs du Saguenay et du lac Saint-Jean. Par contre, le temps sera beaucoup plus ensoleillé au lac Saint-Jean. Du côté du Saguenay, ça devrait se découvrir en après-midi. Évidemment, avec des températures fraîches, comme on les connaît, on vous recommande fortement de brancher la voiture et d'être prudent sur les routes. Merci Étienne. C'était notre web journal. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée. À demain.